Bienvenue dans la Zone Fantastique, un podcast proposé par le Blog du Cinéma, où il est question, comme son titre le laisse supposer, de cinéma fantastique. Chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Zone Fantastique. Je suis en compagnie d'Elvina Jekyll. Bonjour Elvina. Bonjour. Et je suis en compagnie de Red Arrow. Bonjour. Alors qui fait Glenn, qui fait Glenda là dans le duo? Bah écoute, moi j'ai envie de faire Glenn aujourd'hui. Ouais, je vais être Glenda. Eh bah oui, par la force des choses. Quoi qu'on va voir qu'on peut très bien être les deux en même temps, puisque le film dont on va parler aujourd'hui, c'est Glenn or Glenda, réalisé par Ed Wood et sorti en salle en 1953. How can a guy be normal and go and do a thing like that to himself? What about their children, Doctor? Would their children become the same way their father is? Glenda has made the decision. If the newspapers had not gotten hold of the story, it would have gone untold, unnoticed as so many others in medical history. Why is the modern world shocked by this headline? Why? Do you realize what would happen if every man in the country that wanted to wear women's clothes or felt like a woman went to their doctors and wanted a sex change? Glenn and all the hundreds of thousands of other Glens across the nation face quite a problem. Alors est-ce que l'un de vous deux pourrait me faire un pitch? Oui, bah du coup je m'en occupe, comme d'habitude, ça va être mon nouveau poste. Alors pitcher le film, c'est pas un film au sens, déjà, faut le préciser, c'est pas un film au sens où vous y attendez. C'est une espèce de plaidoirie en fait sur la transidentité. Et vous ne rêvez pas parce que c'est un film qui date de 1953 et qui traite d'un sujet qui est très actuel. C'est pour ça que je l'ai proposé dans la sélection de films. C'est parce que j'étais assez surprise en voyant ce film des propos qu'il évoque. Alors c'est l'histoire de Glenn, un homme qui va bientôt se marier et qui se rend compte depuis quelques années qu'il préfère porter des vêtements de femme. Donc c'est quelqu'un qui est toujours hétérosexuel, c'est quelqu'un qui mène toujours sa vie, mais qui se sent plus à l'aise en étant une femme. Alors, quand j'ai cité le nom du réalisateur, Ed Wood, ça a certainement allumé quelques lumières dans vos têtes, puisque Ed Wood est le personnage principal et le protagoniste d'un film réalisé par Tim Burton en 1994. C'est un biopic assez génial, je vous le conseille. Moi, j'adore ce film, Ed Wood. On est dans un biopic très romancé, donc c'est ce genre de film plein comme un œuf, quoi, avec plein de séquences toutes plus loufoques et en même temps qui en disent long sur le Hollywood de cette époque, sur le processus créatif, sur la place du cinéma de genre aussi. C'est un très beau film, un peu mélancolique, sur la fin d'une époque d'un cinéma de genre classique en noir et blanc, on va dire. Le biopic Ed Wood couvre la période de la réalisation de 3 films de Ed Wood, Bride of the Monster, Glenn or Glenda et Plan 9 for Outer Space. Donc c'est intéressant parce que Ed Wood est considéré aux États-Unis, il a ce statut de réalisateur, du pire réalisateur de l'histoire du cinéma. Voilà, c'était un classement qui avait été fait, je crois, dans les années 70-80. Il y avait une grosse mode du nanar qui s'est développé aux États-Unis, qu'on a aussi développé, nous, plus récemment, à partir des années 2000, avec le site Nanarland. En France, on a une culture nanar qui est plutôt une culture des films d'exploitation des années 70-80, quelque chose dans ces eaux-là. Et un peu aussi du nanar direct-to-vidéo, numérique, plus récent même. Mais aux États-Unis, il y a une culture nanar qui est beaucoup plus années 50, années 60. Une culture nanar plus film de science-fiction des années 50, film à petit budget, dont Ed Wood est censé être une espèce de parangon du nanar américain. C'est quelque chose qui fait débat. J'ai l'impression que justement le film de Burton a un peu relancé ce débat, parce que qu'est-ce que ça veut dire d'abord d'être le pire réalisateur du monde? Est-ce que ça veut dire être le pire technicien, faire le film le plus décousu, le plus mal filmé, le plus incompréhensible? Est-ce que c'est faire le film le plus idiot? Bref. Et c'est intéressant, je trouve, aujourd'hui, justement, de revoir Glenn or Glenda aujourd'hui en 2023, avec nos yeux 2023, pour essayer de voir, alors qu'est-ce que ça veut dire de regarder un film réalisé par le pire réalisateur d'Hollywood, qui traite paradoxalement d'un sujet qui est beaucoup plus présent dans la société actuellement. Alors toi, ça t'a fait quel effet, Lina, justement, de revoir ce film Alors moi du coup j'ai découvert Ed Wood à travers Glenn or Glenda et j'ai appris que c'était son tout premier film. Enfin il avait fait des courts-métrages avant mais c'était quand même son tout premier long-métrage. Ensuite j'ai découvert d'autres films de lui qui étaient très très différents, dont ceux que tu as cités. Et c'est vrai que Glenn or Glenda c'est pas un film à proprement parler avec une espèce
d'histoire. Enfin, il y a même pas vraiment de suspense ou quoi que ce soit. C'est une réflexion, en fait, sur un thème qui est un peu mise en scène à travers des personnages et à travers un narrateur qui est Bela Lugosi. Une des choses les plus intéressantes du film, c'est le premier rôle de Bela Lugosi pour Ed Wood, d'ailleurs, qui sont devenus grands copains par la suite. Glenn ou Glenda, en termes de montage, on peut dire que c'est un peu hasardeux, parce qu'il y a une narration qui est un peu onirique, bizarre. Bela Lugosi, il a des apparitions, plus il apparaît dans le film, plus tu te dis, mais pourquoi, en fait, vraiment. Mais au-delà du montage et au-delà des quelques longueurs que peut avoir le film, je trouve que c'est la réflexion en elle-même qui, pour l'époque, est très intéressante et qui résonne encore plus de nos jours, finalement. Je partage complètement l'avis sur Bela Lugosi, qui semble être une espèce de narrateur omniscient, mais enfin, qui a été rajouté là, on sent juste parce que Ed Wood a pu avoir Bela Lugosi, quoi. C'est ça, il rajoute une dimension horrifique avec son cadre de narrateur, enfin, dans une petite maison avec des crânes de squelettes. Une espèce de cabinet de curiosité. Oui, voilà, un peu... voilà. Puis ces interventions n'ont absolument... Enfin, non pas... Si, elles ont du sens, voilà, portent des fois la symbolique, mais c'est totalement excentrique comparé aux propos du film. Et oui, autrement, il y a évidemment, comme tu l'as souligné, Elvina, il y a ce sujet moderne. Voilà, on sent vraiment, enfin, vraiment une implication, parce que Ed Wood était lui-même, se travestissait lui-même, je crois, me semble-t-il. On le voit d'ailleurs dans le film de Tim Burton. Donc, mais aussi vraiment quelque chose, je le disais, de précurseur. Par exemple, le panneau qui est disposé au début du film, s'adressant au spectateur en tant que société, en tant que membre d'une société. C'est pas quelque chose de courant, je trouve, dans le cinéma, en tout cas. Même aujourd'hui, encore actuellement, d'ailleurs, aussi frontalement, voilà. Et il demande à ne pas juger. Voilà, exactement. Film, voilà, exactement. Une espèce de prévention, en fait. Ouais, je trouve ça très, très en avance sur son temps. Et donc, oui, on sent bien, comme je le disais, l'implication d'Ed Wood. Et voilà, je crois que le film est aussi inspiré du cas de Christine Jorgensen, qui a été la première personne à subir une opération chirurgicale de changement de sexe. Il en fait une sorte d'objet filmique très bizarre, qui part parfois dans tous les sens. On sent la volonté de mettre des expériences qui n'est finalement pas pertinentes. Voilà, et on parlera de la fin tout à l'heure. Faut expliquer un peu ce que tu disais sur l'aspect très hétéroclite du film, l'aspect un petit peu tout azimut du film. Ed Wood était parti pour être un réalisateur de films d'exploitation, on va dire clairement. C'est ce qu'il a été après par la suite. Il a même terminé dans le porno, je pense, si je dis pas de bêtises, ça doit faire partie de cette génération de scénaristes ou producteurs, peut-être pas directement réalisateurs, mais a dû terminer dans le porno. C'était les mêmes circuits d'exploitation sur la 42e à New York, cohabitaient à côté des salles de cinéma fantastique, les salles du cinéma d'horreur. Ouais, c'est ça. Et donc, il a eu cette carrière comme ça, de franc-tireur, on va dire, si on veut être optimiste, et aussi cette carrière un petit peu en marge à Hollywood. Il a fait ce qu'il a pu pour maintenir une carrière avec ce que lui demandaient les producteurs. Et Glenn ou Glenda, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on voit après les autres films qu'on voit dans le film justement Ed Wood de Tim Burton, on voit qu'on a Bride of the Monster, on a Planet of the Space, on est clairement dans du cinéma de genre avec des codes de genre qui sont là pour faire venir les spectateurs de la soucoupe volante, du vampire, on mixe même les deux pour Planet of Outer Space, l'héritage du film gothique Universal Monster et autres productions des années 30-40 et la nouvelle mode des films de soucoupe volante dans les années 50. Il y a vraiment ce côté, sur l'affiche vous pourrez mettre une soucoupe volante et un vampire et tout de suite le spectateur saura ce qu'il va voir, quoi. Et je pense que là pour Glenn or Glenda c'est un petit peu ce qui lui est arrivé avec ce projet, c'est-à-dire que le film doit s'inscrire dans ce circuit d'exploitation de films d'exploitation. On n'est pas sur un film d'ARDC, on n'est pas sur un espèce de film manifeste comme nous on a eu en France parfois dans les années 60-70 après la nouvelle vague. On peut avoir des films qui ressemblent à ça, des films qui prennent à partie directement le spectateur, des films qui s'amusent avec le montage, qui s'amusent à détourner des codes visuels pour stimuler le spectateur. Le producteur qui a commandé ce film à Ed Wood s'appelait George Weiss et voilà, lui ce qui l'intéressait c'était de faire un film sur le scandale, le débat de société qui avait été l'opération de Christine Jorgensen en fait. Et il voulait un film qui soit assez racoleur, un film qui soit assez sensationnaliste, qui ressemble à un article dans la presse People quoi en fait en gros. C'est ça qu'il a demandé à Ed Wood et Ed Wood a réussi à biaiser son film, à l'amener vers ses compétences à lui. Après compétences, si on est considéré comme le plus mauvais réalisateur du monde, ça prête débat, mais en tout cas lui sa manière de voir le cinéma et sa boîte à outils à lui, c'était le cinéma de genre. C'était, je te prends Bela Lugosi qui était un acteur qui était à ce moment-là
sur la fin, qui était plus du tout demandé par les studios, qui était même assez désœuvré, voilà, comme on dit. Et je le prends, je le mets dans un décor, clairement un décor gothique, on ne sait pas si on a affaire à un mage, si on a affaire à un dieu, si on a affaire à un émissaire d'un dieu, si on a affaire à Bela Lugosi, tout simplement, c'est-à-dire avec tout ce qui le représente, Bela Lugosi présente, quoi, voilà. Et donc il a apporté ça, il a apporté une séquence aussi dont on pourra parler à un moment dans le film, voilà, qui est ce qu'elle est, une séquence un petit peu expérimentale, un petit peu onirique. Il prend le film avec ce qu'il a sous la main, ce qu'il a à disposition, ce qu'il a à disposition, c'est ses codes à lui, et sa propre sincérité par rapport à ce sujet, puisque effectivement il se travestissait. Et donc ça donne quelque chose de très bizarre, à la fois un plaidoyer sur la tolérance, sur accepter les diversité et des aspects de cinéma de genre dont on ne voit pas de prime abord en tout cas les liens que ça peut avoir avec la transidentité. Alors il essaie quelques trucs comme la scène où il y a un personnage qui doit changer de sexe. Il disparaît et réapparaît de chaque côté de Bela Lugosi, l'espèce de dieu comme tu dis, on sait pas trop le conteur, le Bela Lugosi, quoi. Voilà, donc il s'est donné une place à Bela Lugosi dans cette histoire en le faisant agir comme une espèce de mage ou de démiurge, enfin on ne sait pas vraiment, d'une créature mythologique. Le problème du film, c'est que ce côté, ça part dans tous les sens comme ça et ça mélange plein d'esthétiques, ça mélange plein de sensibilités, ça nuit aussi à suivre le propos, quoi. Parce que Bela Lugosi, au début, on est dans une histoire de Dieu a fait les choses de cette façon, on a l'impression qu'on va parler d'une malédiction, on a l'impression qu'on va parler de quelque chose d'assez néfaste, on a l'impression qu'on a un personnage qui vient vous raconter une fable avec une morale à la fin, alors on se dit, oh là là, ça va être douteux si on a un personnage qui commence à nous dire que l'identité sexuelle c'est ci ou c'est ça, selon des codes ancestraux, selon des codes comme ça, religieux ou autres, on risque de tomber dans quelque chose d'assez douteux. Et après, d'autres choses contredisent cette impression parce qu'il y a la propre vision que Ed Wood a de sa pratique du travestissement. Je ne suis pas un expert dans la médecine des années 50, mais on a l'impression quand même que c'est relativement didactique. C'est ça qui est bizarre, j'ai oublié de préciser qu'il y a 2 narrateurs, parce qu'en fait, il y a Bela Lugosi, et on n'a pas besoin de Bela Lugosi, puisqu'on a l'autre narrateur qui est un médecin. C'est vrai que ça, c'est une dimension un peu bizarre du film. Quand t'avances dedans, tu fais, mais en fait, il y a lui qui raconte l'histoire, il y a lui qui raconte l'histoire. Il y a même, au début, on croit aussi que ça part comme une sorte de polar, et c'est justement ce policier qui amène à parler au psychologue, et c'est le psychologue qui part dans une sorte de monologue, voilà. En fait, il y a tellement de narration. Mais il reste que le premier narrateur, c'est Bela Lugosi. Oui, c'est important, vrai. il fait une belle apparition dès le début. Ah mais il est très bien, Bela Lugosi, hein. On se dit, ah bon, alors il était un peu sur le retour, il était héroïnomane, si je dis pas de bêtises, mais en réalité, là, quand on le voit, il est encore assez impérial, hein. Il a une prestance, je pense qu'il surjoue son accent hongrois, je pense qu'il le surjoue. On aurait très bien pu s'imaginer qu'il aurait pu encore avoir pas mal de boulot dans les années 50, dans des films de genre, hein, parce que ça fonctionne encore, hein. Mais voilà, donc il y a quelque chose de très étrange, parce qu'on va avoir ce médecin qui va dire les choses de manière très didactique, très précise, en répondant aux questions de ce policier. Le policier qui forcément arrive avec un a priori, ou tout simplement avec une ignorance sur le truc, mais en même temps, il n'y a pas de sortie transphobe. C'est assez étrange, parce qu'il y a un truc qui va te faire très peur sur la façon dont va être traité le film, qui est désamorcé ensuite, pour ensuite être de nouveau mis en danger par quelque chose qui est très casse-gueule. Et au final, oui, on a des explications. Moi, c'est ça qui me faisait peur sur ce film. Je connaissais pas bien le film et j'avais très peur qu'on part de l'histoire de la première opération de changement de sexe, et on va vers Ed Wood et les travestissements. On se dit, attention, c'est quand même pas tout à fait la même chose. On parle pas de transsexualité. Il y a un moment, il va être question d'hermaphrodisme aussi, parce que c'est aussi ça qui a intéressé le producteur, c'est-à-dire raconte des histoires vraiment étranges avec des personnages qui sont considérés un peu comme des freaks. Et au milieu, on a le personnage que joue Ed Wood, Glenn, donc qui parfois prend l'identité de Glenda via les codes vestimentaires féminins. Donc tout ça se mélange un peu, on se dit oh là 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 là, il y a un amalgame de choses qui sont très dangereuses, et en même temps, le psy vient là pour bien catégoriser tout. C'est assez étrange. Bon, en parlant de maladresse, il y a d'ailleurs ce passage sur une tribu africaine. Cette scène n'aurait plus cours aujourd'hui tellement elle est ridicule, où voilà, on sent des figurants pris d'une caricature de sauvage, qui n'a plus lieu d'être. La voix off dit carrément un retour à l'instinct animal ou l'instinct primal. On se dit oula, qu'est-ce que c'est que cette histoire? À la base, c'est très intéressant de dire que la virilité, en fonction des âges, ça change, et que si on compare aux animaux, chez les animaux, il prend l'exemple des pans, c'est le pan qui fait la parade, c'est le pan qui a plein de couleurs et tout. Mais l'image de l'Afrique derrière, avec des figurants très mauvais qui font une représentation très absurde
sur des... Et ouais, très cliché raciste de ce qui peut se passer en Afrique. Oui, c'était peut-être pas le meilleur moyen de le mettre en avant. Voilà, la scène est quand même comique parce que tu vois que les gens ne savent absolument pas danser. On dirait juste qu'ils marchent sur des braises. Ils sont un peu ridicules. Bah, c'est un peu sauvé par ça. Les maladresses de Ed Wood, elles sont sauvées par le fait qu'on sait que c'est des maladresses et parce qu'on voit qu'il a une petite troupe de comédiens autour de lui. Il y a un côté un peu bande de potes qui font un film un peu à l'arrache. Parfois, donc, des comédiens qui ne sont pas du tout des comédiens professionnels. On peut l'excuser par une maladresse et par un côté, je dirais pas une innocence, mais il pense pas forcément à mal. Il y a une candeur, il y a le charme qu'on trouve parfois dans les films d'exploitation de genre. Donc on aime parce qu'on sait que c'est des films avec des tout petits budgets faits de bric et de broc et qu'on aime aussi ces films-là quand c'est des histoires de zombies, de loups-garous, de vampires ou je ne sais quoi. En fait on retrouve cette énergie-là dans ce film-là, sauf que là le problème c'est que ça parle de sujets sociaux qui sont peut-être un petit peu plus touchy que les zombies ou les loups-garous, mais voilà, c'est un peu sauvé par ça, par cet état d'esprit un petit peu do it yourself et pas toujours très, très maîtrisé, quoi. D'ailleurs, moi, c'est ce qui me dérange dans le film, c'est ce que le psy explique surtout à la fin, parce que comme tu dis, il y a la première explication sur la société qui évolue, sur qu'est-ce qu'était la virilité il y a quelque temps, le fait de mettre des parures, le maquillage, de pavaner, chose que maintenant ce sont les femmes qui font. Ça, je trouvais ça intelligent. Le côté aussi de l'évolution de la religion, tu sais, quand il parle si Dieu voulait qu'on vole, il nous aurait fait avec des ailes. Et pourtant, aujourd'hui, on accepte l'avion, on l'utilise tous les jours. Et de dire que des gens qui changent de sexe, c'est quelque chose au final de ça nous regarde pas et ça concerne certaines personnes et pas nous. Et si dans la religion on t'a dit t'es né homme, t'es un homme, dans ce cas il y a plein de choses que à l'heure actuelle on devrait pas faire si on suivait ces mêmes écrits. Mais ça, je trouvais ça intéressant. Puis comme tu dis, des fois, ça a tendance un peu à mélanger la transidentité, le fait d'être hermaphrodite, tout ça. Puis ensuite, ça apporte une explication quand même au fait que c'est différent, que chaque cas est particulier et qu'il n'y a pas une seule manière de le résoudre. Et en même temps, à la fin, il y a quand même ce truc de lui, il est comme ça parce que son papa a pas été assez gentil avec lui quand il était petit. Et on termine un peu sur cette morale-là qui me dérange un peu, qui fait que le film est plein de bonnes intentions. En plus, comme tu disais, on a Ed Wood qui se travestissait, qui joue le rôle de Glenda. Et donc, c'est quelque chose d'assez personnel pour lui. Et pourtant, on a cette fin un peu sur mais oui, mais ça s'explique aussi par le manque d'amour maternel ou paternel ou par une expérience traumatisante. Oui, oui. Non, mais je suis absolument d'accord avec justement cette fin où il cherche des motivations concrètes à quelque chose. Il n'y en a pas forcément en allant incarner justement une figure paternelle qui aurait traumatisé c'est Glenn dans sa jeunesse en faisant un diable, toujours en le représentant avec une figure démoniaque pas possible. Et voilà, oui, c'est trouver une solution facile et c'est quelque part rassuré, mais en utilisant des mauvais outils, je trouve. Il cherche à calmer le spectateur en lui disant « Ne vous inquiétez pas, c'est pas si grave ». Il utilise des archétypes désuets pour quelque chose, en fait, qui ne s'y prête pas, je trouve. Et juste d'ailleurs, là où c'est peut-être une demande du studio, ça j'en sais rien, peut-être que c'était pas si accepté que ça à l'époque, mine de rien, le personnage de Glenda, à la fin, il disparaît, entre guillemets, parce que la morale, pas vraiment la morale, mais le dénouement de l'histoire, c'est que avec une femme aimante qui l'accepte tel qu'il est, Glenda finit par disparaître au travers de sa femme. Et même ça, j'ai trouvé un peu triste. Je sais pas si c'est le vrai dénouement que Ed Wood voulait ou s'il fallait qu'il se plie quand même à une espèce de cahier des charges pour dire bon, on va parler de ça, mais doucement quand même, le public n'est pas prêt. Ça, c'est vrai que ce serait intéressant à savoir parce que je trouve que la fin elle dessert un peu le propos dont veut parler le film. Avec non mais si tu suis un bon psy, et si t'en parles, t'inquiète pas, ça va disparaître. Ça me dérange un peu dans la fin. Je suis d'accord avec vous. En fait, moi, je dirais que le problème, c'est qu'on est sur quelque chose qui est, en général, sur un aspect assez bienveillant par rapport aux différents cas dans le film. Il essaie pas de catégoriser les différences, de choisir un combat. Il demande l'acceptation de toutes les différentes questions d'identité fluctuante, d'identité duel, d'identité qui change au cours d'une vie, puis plus globalement de notre vision des identités à considérer collectives, en fait. Les femmes comme ci, les hommes comme ça, la masculinité comme ci, la féminité comme ça. Donc je trouve que là, t'as l'impression d'une assez bonne bienveillance, et à la fin, j'ai l'impression qu'on tombe dans de la condescendance, en fait. C'est plus de la bienveillance, c'est de la condescendance. C'est plus on comprend ce qui vous arrive, c'est devient effectivement on vous donne une petite tape sur le dos.
t'inquiète pas, ça va se résoudre, ça va. C'est là que le film bascule dans quelque chose d'un petit peu condescendant. En fait, paradoxalement, il y a une forme de paternalisme. En fait, le côté ce médecin qui connaît bien son métier, qui va expliquer à quelqu'un via le biais de sa science. Je vais vous expliquer votre problème, vous inquiétez pas, on va faire disparaître Glenda par le mariage. On revient à un ordre bourgeois, on revient à un truc assez bourgeois, assez bien rangé. Donc là, d'un coup, on se dit, l'autorité paternelle qui manque à Glenn, il la reçoit presque symboliquement de la part de ce professeur de médecine. L'autorité de sa mère, il la reçoit par sa femme Barbara, je crois qu'elle s'appelle Barbara, la femme qu'il va épouser. Donc là, tu te dis, c'est un petit peu traiter Glenn comme un ado attardé qui ne sait pas encore où il en est. Ah, t'es dans une phase, mon chéri, c'est pas grave, on connaît ça. Voilà, donc c'est un petit peu ce genre de truc, sauf que Glenn, il est joué par Ed Wood, et qu'Ed Wood, à cette époque-là, il a déjà 35 ans. C'est surtout que le film se targue au départ de dire que le problème, c'est la société. En cours de route, c'est un peu abrupt de dire ça, mais de dire oui, le problème, c'est pas la société, c'est Glenn. Alors qu'on part sur un postulat un peu triste, avec justement cette personne trans qui se suicide et qui laisse une lettre disant qu'elle n'en peut plus d'être arrêtée pour tout simplement être travestie, puisque c'est dans la société dans laquelle se déroule le film, un homme n'a pas le droit de porter des vêtements de femme, sinon il se fait arrêter. Donc la personne s'est fait arrêter 3 ou 4 fois, de ce qu'elle explique dans sa lettre, et elle explique qu'elle préfère se suicider plutôt que de vivre dans ce monde. Donc c'est quelque chose qui normalement est censé toucher le spectateur, même le spectateur le plus fermé à cette image. Quand on voit maintenant déjà le peu de films qui vont un peu aborder ce sujet vont tout de suite être targués de woke, des fois à tort et à travers. Pour l'époque, ça devait être tellement pire en fait de sortir quelque chose sur ce sujet-là, à remettre dans son contexte. Mais oui, je comprends pas trop le changement de direction du film sur le thème de la transidentité. C'est assez déroutant finalement. Mais Glenn Glenda survit aujourd'hui encore dans Chucky. Oui, c'est à vrai. travers le fils de... Oui, c'est vrai que à travers moi, le fils de Chucky. Glenn ou Glenda, j'ai appris. Enfin, c'est pas que j'ai appris l'existence de ce film, parce que comme je disais, j'ai découvert Ed Wood en achetant un coffret de ses meilleurs films, et c'était le premier, Glenn ou Glenda, donc forcément. Mais c'est vrai qu'on a la référence très directe dans les enfants de Chucky, qui sont Glenn et Glenda. Toujours ce problème d'ailleurs de transidentité qu'on retrouvait dans Le Fils de Chucky, pour ceux qui l'ont vu. Ils font référence à ce film d'Ed Wood qui, comme tu dis, le pire réalisateur d'Hollywood. N'empêche que dans la saga Chucky, on y fait une grosse ref, quoi. Et une ref qui est parfaitement assumée puisque ça colle avec la thématique. On a l'impression que c'est un film qui base son système de valeurs, on va dire, je sais pas comment dire ça. Il fait confiance à la médecine en fait, c'est-à-dire qu'il te raconte quelque chose par le biais de la médecine. C'est-à-dire que t'as pris l'exemple de si j'étais fait pour voler, Dieu m'aurait donné des ailes. Là, oui, maintenant la technologie, la science nous a permis de dompter les airs, d'apprendre à voler par l'aéronautique. L'idée c'est la même, c'est aujourd'hui, la médecine peut opérer quelqu'un dans un entre-deux avec l'hermaphrodisme. On peut opérer un changement de sexe chez quelqu'un qui le demande. Le film va dans sa confiance pour la science jusqu'à expliquer aussi le cas de Glenn par de la psychologie, qui est une science et une science humaine, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est très étrange, c'est qu'on a donc Bela Lugosi qui nous parle de choses un peu occultes, qui nous parle des choses qui échappent à notre conscience, plein de formules poétiques comme ça, incantatoire comme ça, très étrange. On est dans un univers occulte et en même temps on a l'impression qu'il se réfère à quelque chose qui doit être très scientifique, très prosaïque, jusqu'au cas de Glenn. Ce qu'aurait voulu probablement George Weiss, c'est au contraire des choses qui sont beaucoup plus racoleuses. Là en fait il en fait plutôt un outil pour rationaliser tout ça. Voilà, le mot c'est rationaliser. Et même le cas de Glenn, il veut essayer de le rationaliser par de la psychanalyse, un peu de comptoir, quoi, un peu de la psychanalyse minute, quoi. Enfin bref. Et il y a quelque chose qui est très contradictoire là-dessus, c'est que tu te dis, alors est-ce qu'il y a une part de choses qu'on n'est pas censé expliquer, qu'on doit accepter, parce qu'on doit accepter les différences, et on a cette impression-là par le biais de Bela Lugosi, par une ambiance à certains moments, et à d'autres moments, c'est, vous inquiétez pas, tout sera rationalisé. C'est assez étrange. Le film lui-même, en fait, est un peu transgenre d'une certaine façon. Lui-même semble avoir plusieurs identités, plusieurs logiciels de pensée en fait. Le côté rêveur de Ed Wood, le réalisateur rêveur qui aime le fantastique, qui aime les mystères et les choses comme ça, qui vient vous apporter du spectacle. Et le côté, je suis l'un des premiers concernés par la thématique, donc j'ai besoin de bien rationaliser parce que j'ai pas envie de me faire agresser parce que je porte un pull angora. Donc l'important c'est le message et quitte à être, voilà, comme je dis, un peu franchement condescendant à certains moments. Mais visuellement, le film est très intéressant aussi par son aspect, par sa forme. Hein. C'est un film qui est très difficile à cartographier.
Vous voyez ce que je veux dire ? On ne sait pas dans quel univers on est. Parfois, ça ressemble à une pièce de théâtre, à l'intérieur de la maison de Glenn. Et puis, à d'autres moments, on a des voix qui... C'est les voix de qui ? On ne sait pas. On est à quel étage métaphysique du monde, là ? On est dans un rêve, on est dans la réalité. Quelle conscience anime tout ça, tu vois ? Quelle strate de la narration, ouais. Oui, c'est un film très étrange sur sa forme, effectivement. On n'est pas dans du documentaire. Les personnages parlent très peu eux-mêmes, en fait. Il y a beaucoup la voix off qui parle par-dessus eux. Quelquefois, ils échangent en direct. C'est au discours direct, on va dire, la conversation entre Glenn et Barbara. Mais il y a plein de fois où c'est juste une voix off qui accompagne des images. C'est très étrange. Puis ils sont à deux doigts de nous refaire l'histoire quand à un moment donné, tu sais, il le raconte, le psychanalyste, là, il le raconte aux flics. Et juste après, il parle de Glenn et il raconte qu'il raconte à Glenn l'histoire du militaire qu'il a raconté. Et tu te dis, oh là là, ça y est, il va le re-raconter l'histoire qu'il vient de nous raconter, mais à moitié, ça va. C'est pas un effet de narration pour raconter des histoires gigognes, des histoires comme des poupées russes. C'est une redite qui ne sert à rien, en fait. C'est assez étrange, parce qu'on est sur un film qui est très court, qui fait 1h10, donc peut-être qu'ils ont eu besoin de ça pour arriver au bout du truc. Je pense qu'en fait, idéalement, je pense qu'il aurait voulu raconter que son histoire, Ed Wood, son histoire de travestissement, et c'est pour ça qu'on a la partie en plus, et je vais vous raconter un autre cas, qui est le cas de cette personne hermaphrodite. Du coup, il y a des discours qui sont un peu contradictoires autour de ça, mais c'est aussi pour essayer de tenir un film d'1h10, alors qu'on a voilà, un objet filmique très étrange, qui, voilà, avec ses voix de gens du peuple qui viennent faire des commentaires, on ne sait pas où ils sont. C'est assez troublant. Il y a un magnifique split screen Ouais, c'est plus une superposition, c'est plus une transparence. Ouais. Mais ça, c'est assez joli, ça. Je trouve ça assez beau, moi. Je trouve que ça vieillit bien, ces effets-là. Ça a une poésie qui, je sais pas... Il a les mains sur la ville. Ouais, bah, tu vois, quand on dit le pire des réalisateurs, bah, ça, je trouve ça assez beau. Beware of the big green dragon that sits on your doorstep. He eats little boys, puppy dog tails, and big fat snails. Beware, take care. Beware. Si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve prochainement pour de nouveaux épisodes. À bientôt.